Il y a quelque chose qui nous rallie toutes, c'est le danger des missions, le danger du métier de manière générale. Ça, c'est, on va dire, la peur qui nous est commune. Ensuite, c'est selon comment on vit sa vie de couple, je pense, et sa vie de famille. Il y a des femmes qui vont très mal vivre l'éloignement conjugal pour diverses raisons, hein, par rapport à l'affection, par rapport à tout ça. Et il y a des femmes qui se complaisent parfaitement de voir leur mari que de temps en temps, ça vient nourrir le couple. Hein. Moi, je fais partie de ces couples que l'absence nourrit. Donc après, c'est très personnel. Mais vraiment, le lien commun, je pense à toutes, c'est le danger des missions. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres de forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Et cette semaine, nous ne partons pas à la rencontre d'un militaire ou d'un membre des forces de l'ordre, mais d'une femme de militaire. Camille El Maury est mère de famille, auteure et éditrice spécialisée dans la littérature jeunesse. En 2019, elle auto-édite et publie le livre « Papa et militaire » qui a pour mission d'aider les familles de soldats, notamment à l'occasion des départs en OPEX. Très active sur Instagram sous le pseudo La Mili House, Camille a fédéré une importante communauté de femmes de militaires sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec Camille. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors moi du coup je suis Camille El Maury, on me connaît sous ce nom-là. Je suis avant tout femme de militaire et auteure de livres pour enfants, des livres notamment qui parlent du métier de militaire aux enfants de militaires. Donc tu as monté ta société d'édition récemment pour faire ça ? Oui. Et aujourd'hui tu as combien de livres ? Alors j'ai 3 livres, donc Papa et militaire qui était sorti en 2019, 2020 Maman et militaire, 2021 Papa et marin. Donc ça c'est les 3 ouvrages qui sont en vente. Et là on travaille sur les 2 prochains, Papa et gendarme, Maman et gendarme, qui sortiront dans le courant avant la fin de l'année. Voilà. D'accord. D'où est venue l'idée de lancer ce projet ? Alors ça a été une démarche en fait qui a démarré premier OPEX de mon mari. Donc il était parti en RCA. Je m'ennuyais un petit peu à la maison, j'avais pas encore d'enfant. Et j'ai créé une page Facebook qui s'appelle La Mili House. Et j'ai parlé un petit peu de mon quotidien seule, de femme de militaire qui se retrouve un petit peu seule et démunie face à ses premières OPEX. Et on venait d'aménager ensemble, donc d'un coup en fait on se retrouve toute seule dans un foyer qu'on a construit à 2 où il a passé 2 semaines quoi. Et donc j'ai créé ce blog et puis ensuite j'ai eu 2 enfants et j'ai nourri ce blog avec mon expérience de femme de militaire et je me suis dit en devenant maman, j'ai eu envie de nourrir tout ça avec mon expérience de maman femme de militaire et aussi de créer un support pour mes enfants pour quand elles auraient des questions finalement sur ces départs, puisque moi j'en ai eu beaucoup et pourtant j'étais une grande fille. Et voilà, c'était vraiment pour répondre par anticipation aux problématiques que mes filles rencontreraient. Et comme j'ai créé une grosse communauté de femmes de militaires, finalement, je savais que les mamans, elles faisaient face à certaines problématiques avec leurs enfants. Donc j'ai anticipé. Et tu faisais déjà partie peut-être d'associations ou de groupements de femmes de militaires ou pas du tout ? Pas du tout. J'ai été en contact pas mal avec des associations avec qui finalement aujourd'hui je suis partenaire. Mais c'est surtout des femmes de militaires qui s'investissent au quotidien pour des associations et que j'ai rencontrées en fait avec la création de cette page Facebook. Et en partageant les publications des unes, des autres, une espèce de synergie qui se crée entre nous et qui fait que y en a avec qui on devient copines, on se rencontre pour de vrai, voilà, la magie d'Internet quoi. Ouais, c'est clair. Ça c'est chouette. Et puis la magie de l'entrepreneuriat du coup, parce que tu t'es lancé là-dedans sans trop connaître en fait cet univers. Ah, complètement. Là, c'était... alors, j'avais déjà été auto-entrepreneur dans d'autres activités. J'ai toujours eu l'âme entrepreneuriale, on va dire. Toujours eu cette envie, mais j'ai découvert tout sur le tas. J'ai pas du tout fait des études en lien avec la création d'entreprise, avec le marketing, avec le commerce même en général. Donc au début, une page Facebook, il n'y a pas besoin de statut. Puis quand j'ai sorti mon livre, il a fallu un statut. Donc forcément, la création d'un premier statut en tant qu'auto-entrepreneur.
Et puis l'envie d'aller plus loin et donc la création d'un deuxième statut avec une société, la maison d'édition. C'est un petit peu comme gravir les échelons en fait, petit à petit, quoi. Excellent. Les lancements, tu les as fait en financement participatif, des livres sur Ulule. C'est un truc qui est de plus en plus utilisé au final pour lancer des projets. Qu'est-ce que tu retiens toi comme leçon de ça? Alors le lancement participatif au début c'est quelque chose avec lequel j'étais pas forcément copine. J'avais l'impression de mendier, donc j'étais pas à l'aise avec ça. Et donc la première fois que j'ai utilisé Ulule pour Papa Militaire, ça n'a pas été un exercice vraiment facile, mais en même temps il a fallu que je me fasse violence parce que c'était le seul moyen de sortir cet ouvrage. Faut savoir quand même que la campagne Ulule n'a pas financé l'intégralité du livre. Donc avec mon mari, on a investi aussi de notre argent personnel. Ma mère m'a prêté un peu d'argent, etc. Parce qu'en fait, ça coûte cher d'éditer un ouvrage. Et puis plus les campagnes défilent, et plus je suis à l'aise avec cette pratique, plus je vois que ça se démocratise en plus. Donc voilà, récemment j'ai fait une formation en plus avec Ulule, donc là, je suis hyper formatée, je suis blindée pour les prochaines. Mais voilà, j'apprends vraiment aussi le côté commercial que je ne connaissais pas. J'ai fait ça un petit peu, c'était presque un loisir. Et aujourd'hui, c'est un loisir qui se commercialise, donc il a fallu s'adapter. Et moi, j'ai bougé les lignes finalement de ce que j'imaginais de ces campagnes participatives dans ma tête. Au début, j'avais un sentiment de mendier, comme je disais, donc c'était assez péjoratif. Et aujourd'hui, non, j'ai le sentiment que c'est une démarche très solidaire, derrière laquelle voilà, il y a des enjeux. Je suis assez portée par l'effet de solidarité, de masse qui se crée autour d'une campagne. Et voilà, le fait que les gens aussi donnent de l'argent pour nous encourager, ça stimule énormément. Donc forcément, la première fois, on n'a pas ces stimuli qu'on a pour les prochaines. Donc moi, je me nourris de ça maintenant. Et donc voilà, il y a quand même un aspect très solidaire dans lequel je me retrouve. Le premier livre, du coup, Papa Militaire, c'est quelque chose que tu as fait quelque part pour toi au début, pour tes enfants. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des retours que tu as eu de ce livre, les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que les gens retiennent le plus de ce livre? Alors, la plupart des retours, on va dire 98% des retours que j'ai eus, ils étaient super positifs. J'en étais la première surprise, c'était un gros stress. Mais comme on dit, un livre, il n'est jamais terminé. Donc, il est forcément perfectible. Et moi, je le vois même quand je le relis. Donc, je sais que ça a servi de doudou à plein d'enfants. J'ai reçu des photos de familles et de petits garçons ou de petites filles qui dormaient carrément avec leur livre Papa est militaire. Alors ça, c'est des trucs, ça m'a vachement touchée et tout. Donc ça m'a beaucoup boosté. Non, j'ai vraiment eu des retours hyper positifs sur le contenu et sur l'efficacité que ça a pu avoir au sein des familles pendant les absences, sur l'initiative aussi qui paraissait aux yeux de tous être assez novatrice. Donc ça, c'était plutôt cool d'être précurseur là-dessus. Et après, dans tous les cas, voilà, un livre est toujours perfectible. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de créer la nouvelle version de Papa est militaire. Donc bon, il y a 2 pages de plus, quelques modifs. Hein. C'est pas comme si je changeais un roman, quoi. Mais voilà, on en est là de ce premier essai, quoi. Ouais, c'est chouette. Et c'est vrai que être femme de militaire, c'est quand même pas extraordinaire dans le sens où il y a beaucoup de militaires, donc il y a beaucoup de femmes de militaires aussi. On n'en parle pas beaucoup. C'est quand même la partie qui reste dans l'ombre. Comment toi, tu le vis, d'être femme de militaire? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience et des expériences aussi peut-être que tu as eues à droite à gauche qui ressemblent un peu aux tiennes? Déjà, moi, je me définis pas vraiment comme femme de militaire. J'ai le sentiment que mon identité, elle passe par autre chose qu'être femme de militaire. C'est vrai que souvent, on nous dit, même alors, au travers de mon activité professionnelle, en plus, c'est souvent « Ah, mais vous êtes femme de militaire ». Mais bon, bien sûr, je le dis ouvertement, j'ai aucun souci avec ça, mais quelque part, je trouve que c'est assez réducteur.
Parce que, déjà, il y a beaucoup de stéréotypes qui tournent autour de ce statut de femme de militaire. Stéréotypes qui sont très vieux aujourd'hui. Les femmes de militaire, elles sont actives. C'est pas forcément des mères qui restent à la maison, qui se consacrent à ça. Il y en a qui le font par choix et je le respecte. Je l'ai fait pendant quelques années. Et puis, il y a des femmes qui s'épanouissent autrement. Donc, femme de militaire, pour moi, ça n'a jamais été une tare ou une contrainte. Au contraire, c'est vraiment un booster. Quand mon mari n'est pas là, je suis encore plus créative, généralement. Parce que quand il est là, je me consacre finalement à lui, à mes enfants, on passe des moments en famille et tout. Et quand il n'est pas là, comme je vais aller essayer de nourrir son absence par autre chose, c'est comme ça que je nourris finalement tous les projets que je crée. Donc, pour moi, femme de militaire, c'est très positif en fait. C'est très positif et si on me demande ce que je fais dans la vie, c'est pas femme de militaire qui me vient en premier. C'est autre chose. Ouais, bien sûr. Voilà. Je sais pas si j'ai pas répondu à côté. Si, c'est très bien. Mais c'est vrai que on pourrait. Tu dis le mot statut. C'est vrai qu'au final, il n'y a pas de réel statut qui existe pour femme de militaire. Non, c'est ça. En fait, c'est un statut social. Mais finalement, il n'y a rien d'administratif, quoi. C'est pas vraiment... C'est un peu comme mère au foyer, au final. Exactement, c'est ça. Donc, souvent, finalement, on bénéficie des inconvénients, mais pas des avantages, puisqu'on n'est pas reconnu comme femme de militaire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour aider les familles de militaires. Hein. Il y a une prise de conscience, quand même, au niveau gouvernemental, sociétal, qui est indéniable. Mais voilà, je pense que de toute manière, la femme de militaire, il ne faut pas qu'elle se contraigne à ce seul statut, parce que ça fait partie de notre identité, mais pas que. Il faut se construire autrement ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un effet réseaux sociaux, quand on voit les pages, un peu les pages Nurshi femmes de militaire, ou toi aussi, ta communauté aussi sur Instagram, qui fédère quelque part? Absolument. Ça, c'est vraiment... c'est devenu... monnaie courante, finalement, ces dernières années. Moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas tant que ça. Et ça s'est vraiment développé énormément sur la toile, là, je trouve, ces 2-3 dernières années. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un phénomène un petit peu de sororité entre les femmes de militaires. Donc, ça crée du lien, ça crée de la solidarité entre nous. Il y a beaucoup d'aides qui se mettent en place. Et puis, je pense que les femmes de mili qui vivent mal l'absence viennent chercher beaucoup d'informations, un petit peu aussi de, comment on appelle ça, de divertissement au travers des pages comme Nurshi ou comme quand moi je fais des petits posts humoristiques, etc. C'est ce dont elles ont besoin. Et il y a un effet de, bon, je dirais pas de mode, mais un petit peu quand même. Parce qu'après, il y a des pages qui restent, et il y a des pages qui sont très éphémères finalement. Voilà. Ouais. C'est marrant de voir on dit femme de militaire, mais on ne dit pas forcément femme d'aviateur, de marin. Alors que dans l'armée, il y a cette séparation avec parfois des petites rivalités entre les aviateurs, les terriens, etc. Pour le coup, nous, on est toutes dans le même bateau. Ouais, c'est ça. Même si on n'est pas toutes femmes de marin, on est toutes dans le même bateau. L'absence, ça reste une absence. Que notre conjoint soit en mer ou sur terre, dans le Sahel ou dans l'espace même, enfin voilà quoi. L'épouse de Thomas Pesquet aurait toute sa place parmi nous. Il est absent pendant des mois. Et finalement, les problématiques qui reviennent le plus souvent dans ces communautés, c'est pas tant le métier de militaire, c'est ce que induit cette absence au niveau de l'éducation des enfants, au niveau du couple, etc. C'est plus des problématiques très personnelles finalement. Donc le grade ou la spécialité du bonhomme, c'est pas ce qui va le plus nous rallier, quoi. Dans les témoignages que tu as peut-être recueillis à travers les messages qu'on t'envoie ou quand tu fais des stories, quand tu poses des questions à ta communauté, c'est quoi le plus dur pour une femme de militaire? C'est l'absence en temps d'OPEX, c'est la peur qu'il se passe quelque chose pendant une opération, ou est-ce que c'est
peut-être la vie de tous les jours qui parfois tournait un peu de façon humoristique, où papa n'est pas toujours là, même s'il est là, il est dans la garnison, mais il passe plus de temps parfois à faire des événements ou des entraînements, ce genre de choses. C'est quoi que tu vois le plus, qui revient le plus? Il y a quelque chose qui nous rallie toutes, c'est le danger des missions, le danger du métier de manière générale. Ça, c'est, on va dire, la peur qui nous est commune. Ensuite, c'est selon comment on vit sa vie de couple, je pense, et sa vie de famille. Il y a des femmes qui vont très mal vivre l'éloignement conjugal pour diverses raisons, hein, par rapport à l'affection, voilà, par rapport à tout ça. Et il y a des femmes qui se complaisent parfaitement de voir leur mari, que de temps en temps, ça vient nourrir le couple. Hein. Moi, je fais partie de ces couples que l'absence nourrit. Donc après, c'est très personnel. Mais vraiment, le lien commun, je pense à toutes, c'est le danger d'émission. Et ce qui pourrait arriver, on n'anticipe pas tous de la même façon. C'est pareil, moi je ne suis pas quelqu'un de stressé de nature, donc je ne m'inquiète pas plus que ça, mais ça m'est déjà arrivé de m'inquiéter. Et souvent, oui, c'est ce qui inquiète. Après, c'est les aléas aussi de la mission qui nous... On râle toutes parce que le retour est repoussé, ça nous arrive forcément un jour, ou parce que le départ est avancé, enfin voilà. Mais ouais, le socle commun, c'est insécurité imprévue. Je dirais ça. Du coup, un gros besoin aussi de flexibilité, je suppose, parce qu'un militaire, par définition, il va beaucoup bouger, et pas que pour une opération de quelques mois, mais aussi sur des séjours ou des mutations, où on change d'endroit en France, ou on part en Outre-mer. Comment toi tu le vis, ça? Mais ça, c'est une problématique qui revient quand même assez régulièrement aussi, notamment au niveau professionnel pour les épouses. Parce que celles qui ont des emplois, on va dire, assez fixes, elles sont contraintes par les mutations à quitter un emploi, en retrouver un autre, et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, il y a des groupes qui sont dédiés à ça. Et c'est très bien que ça se fasse parce que voilà, il y a beaucoup qui rencontrent des problématiques. Et du coup, beaucoup, moi, qui viennent vers moi parce qu'elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en se disant qu'elles vont avoir les avantages de cet entrepreneuriat que moi j'ai aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée là-dedans. C'est pour cette flexibilité d'emploi du temps. Mon mari rentre de mission, peu importe quand est-ce qu'il rentre, je me libère et puis go, on part en vacances, quoi. Le fait qu'on imagine effectivement une femme de militaire qui attend sagement à la maison, qui s'occupe des enfants, qui n'est pas active, ça c'est complètement en train de bouger. Oui, oui, ça, je pense que ça fait plus partie de la norme aujourd'hui de ce que font les femmes, parce que ne serait-ce qu'au niveau de la société, de manière générale, la femme est beaucoup plus active, elle a envie de s'épanouir professionnellement, socialement, etc. On arrive généralement à allier activité professionnelle et éducation. Et puis, c'est bien connu, nous, on sait faire plein de trucs en même temps. Donc, aucun problème, quoi. C'est plus... Mais effectivement, ça, les lignes, elles ont beaucoup bougé. Moi, mon grand-père était militaire. Donc, ma grand-mère était femme de militaire. Donc, elle fait partie de l'archétype de la femme de militaire qui a élevé ses 4 enfants, voilà, et qui n'a pas forcément travaillé, mais c'était une autre génération. Et ensuite, mais par contre, je comprends totalement qu'on veuille se consacrer aussi à l'éducation de ses enfants. Mais il n'y a pas besoin d'être femme de militaire pour faire ce choix-là. C'est voilà. Moi, si je fais, on va dire, l'aventure entrepreneuriale, c'est parce qu'une partie de moi veut se consacrer aussi pleinement à l'éducation de mes enfants. La cloche de l'école sonne, j'ai juste à traverser la rue, je vais les chercher, quoi. Donc, j'ai essayé de trouver un bon compromis entre voilà, vie de mère, vie de femme de mili, vie de femme épanouie, vie professionnelle, etc. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure au moment où justement ça dépasse aussi le cadre de l'univers militaire, il y a aussi l'entrepreneuriat au féminin devient de plus en plus affirmé, on va dire, parce qu'il y a aussi des dispositifs qui aident,
puis il y a une confiance, enfin beaucoup de femmes ont mieux confiance en elles pour se lancer dans des projets comme ça. Mine de rien, c'est quelque chose qui peut aussi peut-être fragiliser des couples. Est-ce que tu as des retours toi, de personnes dans ta communauté qui de couple se passent mal, pas forcément que par l'absence, mais par le fait aussi que c'est compliqué de gérer à la fois une vie de famille, d'entrepreneuriat, et aussi quand son mari ou son conjoint est militaire, donc part un peu n'importe quand au coup de sifflet. Alors, je pense que c'est une cause de divorce. D'ailleurs, il me semble que le taux de divorce chez les militaires est plus élevé que chez les civils. Il me semble avoir vu ça quelque part, mais j'ai pas la ref là, mais je la trouverai. Donc je suis pas étonnée, mais en même temps, je crois que les couples aujourd'hui, c'est plus les couples d'hier. On est plus individualiste de manière générale. On a envie de s'épanouir soi, et de toute manière, comment être épanoui dans son couple si on n'est pas soi-même épanoui? On est dans l'ère de ayez confiance en vous, le leadership, voilà tout ce qui est, comment ça s'appelle, les bouquins là, le développement personnel. Développement personnel, etc. Donc voilà, c'est la société aujourd'hui nous pousse aussi à penser à nous. Et si c'est pas en accord finalement avec notre vie de couple, c'est plus nous qui allons passer en premier que la vie de couple. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était la vie de famille avant tout, et souvent c'est les femmes qui s'oubliaient d'ailleurs dans l'histoire. Hein. Donc c'est plus trop le cas. Mais je pense qu'il vaut mieux un couple divorcé et heureux qu'un couple ensemble et pour qui ça marche pas. Après, la vie de femme de militaire et par rapport aux contraintes que ça implique, honnêtement, je crois pas que ce soit fait pour tout le monde. Faut quand même avoir du mental, faut avoir un minimum d'autonomie, d'indépendance affective, etc. Ça demande des qualités que tout le monde ne peut pas avoir. On ne peut pas être bon partout de toute manière, voilà. Donc, ouais, ça demande une adaptation totale. Et puis, il faut que le mari aussi s'adapte. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle souvent des femmes de militaires et quand lui rentre, comment tu le vis et tout. Mais lui, c'est pareil, il faut qu'il reprenne sa place. Moi, j'ai tout fait toute seule pendant 5 mois. Il arrive, il va pas tout chambouler, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut avoir aussi un conjoint, je pense, qui est un peu à l'écoute pour que ça fonctionne. Parce que là, voilà, on fait ses propres choix, mais derrière, il faut que... Moi, mon mari, c'est le premier à m'encourager dans tout ce que je fais. Puis bon, voilà, des fois, il faut qu'on se recale aussi sur ses attentes, les miennes, voilà. Ouais, quand faire le parallèle avec un couple d'avant, de 1 à 2 générations avant nous, c'est sûr que c'est... à l'heure de Facebook, Instagram, Tinder, ah oui, ça, tout ce genre de choses. Surtout, ça va très vite. Ouais, surtout avec en plus avec les OPEX où les gens restent connectés et peuvent plus se parler. Donc aussi, ça, c'est bien, mais ça peut aussi créer certaines frictions, je pense. Comment tu le vis, toi, cette période d'OPEX, quand tu as la possibilité de parler peut-être tous les jours avec ton mari, est-ce que c'est bien ou pas bien au final? Est-ce qu'il vaut mieux une coupure vraiment marquée, ou alors est-ce qu'il faut vraiment rester en contact tout le temps? Alors ça dépend. Moi, je sais que j'ai pas vécu les OPEX du tout pareil quand j'avais pas d'enfants et maintenant que j'en ai. Quand j'avais pas d'enfants, j'avais vraiment ce besoin d'avoir beaucoup de nouvelles. J'étais quand même beaucoup centrée sur ma relation de couple. Puis en plus, c'était le début, donc voilà. Et ne pas avoir de nouvelles, ça pouvait me mettre dans un stress pas très confortable, on va dire. Alors que maintenant, avec les enfants, c'est plus mon mari qui se plaint que je réponds pas assez souvent au téléphone que l'inverse. Alors qu'avant, c'était un peu l'inverse, quoi. Et là, avec les enfants, moi, je leur passe pas leur père tous les jours au téléphone, parce qu'après, il faut le gérer derrière, ça va les exciter. Souvent, il appelle à des horaires où c'est pas du tout adapté. Je vais avoir du mal à les coucher, etc. Donc, j'ai tendance à éloigner un petit peu le téléphone maintenant. Chose que je faisais pas avant, au contraire, avant j'étais plutôt là à dire ouais, tu m'as pas appelé hier, je râlais quoi. Maintenant je râle moins. Donc après ça dépend des couples. Il y a pas longtemps, il y a un militaire qui m'a dit moi, pour que ça fonctionne dans mon couple, ma femme, je l'appelle pas tous les jours parce que sinon, le jour où je l'appelle pas, elle va s'inquiéter. Donc elle prend en gros des mauvaises habitudes.
Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, parce que, bon, on n'est pas en train d'éduquer un enfant ou un chien à qui on donne des bonnes ou des mauvaises habitudes. Je pense que toutes les femmes, on est capable aussi de comprendre que des fois, ils donnent pas de nouvelles et c'est pas forcément parce qu'ils sont en danger. Il faut savoir prendre du recul. Mais voilà, chaque couple doit trouver sa façon de fonctionner et qui lui correspond le mieux. Ça, c'est hyper personnel. Pour avoir discuté avec plein de femmes de militaires sur leur mode de fonctionnement, c'est là que je vois que finalement, j'aurais peu de conseils à donner parce que tout dépend des besoins et du caractère de chacun, quoi. C'est vrai que c'est amusant de voir qu'au final, il y a une communauté comme ça qui se crée, de personnes qui ne se connaissent pas, qui sont extrêmement différentes les unes des autres, qui ont même des milieux, qui viennent de milieux complètement différents, parce que je pense qu'une femme d'officier n'est pas forcément pareil qu'une femme de sous-off ou d'évat. Et pourtant, c'est vrai qu'on le voit dans des événements, quand il y a des journées portes ouvertes, il y a des communautés qui se créent et des amitiés qui se créent. C'est assez amusant. Ah, ça, c'est chouette, ouais. Bon, franchement, moi, c'était une de mes meilleures expériences, surtout qu'avec l'activité que j'ai vraiment rencontré pas mal de monde et beaucoup d'épouses, et notamment avec l'ANFEM, donc l'Association nationale des femmes de militaires. Je sais pas si tu... Ah, je ne connaissais pas, d'accord. Ah, voilà, bon, c'est une association reconnue d'intérêt public, c'est la plus grande association destinée vraiment aux femmes de militaires, et bientôt d'ailleurs aux familles. Je crois qu'elle change de nom très prochainement. Moi, ça a été les premières à me faire confiance dans mes projets d'ouvrage, etc. Elles m'ont énormément soutenue. Et du coup, c'est vrai qu'elles sont basées à Paris. Et les membres du conseil de l'ANFEM, c'est beaucoup de femmes d'officiers. On les appelle les bobos parisiens. Moi, j'arrive de ma petite province. J'étais femme de caporal à l'époque. Enfin, pas du tout. Et bien, honnêtement, une intégration... vraiment fluide, quoi. C'était vraiment chouette. Je suis tombée sur j'ai fait des rencontres géniales de gens qui venaient pas du tout de mon milieu et qui m'ont accueillie à bras ouverts. Honnêtement, ça, c'était vraiment chouette. Et des dames un peu plus âgées aussi, hein. Donc, il y a on va dire la différence générationnelle, la différence de milieu, la différence sociale. Évidemment, c'est des femmes de gradé, donc au début, j'étais hyper... intimidée quand j'arrivais dans ces milieux-là. J'étais là. Et maintenant, un petit peu moins. Je fais l'habitude. Un peu trop, même, d'après mon mari, je crois. C'est ce que j'allais te demander. Ça crée pas comme ça des frictions, ou pas forcément des frictions, mais des situations peut-être un peu marrantes parce que ton mari va pas forcément avoir la même relation aussi facile avec soit son subordonné, soit son supérieur. Aller dans un régiment avec mon mari, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Il passe sa soirée à me mettre des coups de coude comme ça dans les côtes, à me dire détends-toi. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez sociable et tout. Alors en plus, je devrais pas le dire, mais je connais pas encore très bien mes grades. Donc du coup, ça m'arrive de parler de manière très spontanée avec... les généraux, généralement, je sais quand même. Mais bon... Quand il y a des étoiles... Ouais, quand il y a des étoiles, je sais qu'il faut faire attention. Mais bon, comme je n'ai pas le réflexe forcément de regarder, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de m'adresser à un général. Bon, alors, vraiment avec... nature, peinture, quoi. Et à la fin, il me dit, ouais, c'était le général de... nanana. Ah bon, c'était lui, c'était la personne que j'attendais de croiser de toute la soirée. En fait, je lui ai parlé sans même savoir qui c'était. Et mon mari, il a tendance à être à me dire, oui, détends-toi, t'es pas à la maison ici. Donc à la fin, je repars avec des bleus dans les côtes. Mais bon, après, on se chicane un peu. Je dis, c'est bon, c'est comme ça que les gens m'apprécient, je crois. Donc, et même dans le milieu militaire, au final... c'est admis, quoi. Ils savent que finalement, je suis pas militaire. Donc, je pense qu'ils savent faire la part des choses. Et je sais être correcte. Je me tiens bien, quand même. C'est pas suffisant pour mon époux, mais bon. Ça, c'est rigolo. Toi, tu as un peu un cas particulier dans les femmes de militaires, parce que tu as choisi un métier, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat sur une thématique qui est vraiment très liée au monde militaire. Mais qu'est-ce que tu observes de cette communauté ? Est-ce qu'en général, les femmes de militaires s'intéressent vraiment au milieu militaire, ou est-ce qu'il y a une méconnaissance totale et elles découvrent un peu ça pendant les portes ouvertes, justement elles découvrent ce que c'est un fusil, ce que c'est un champ militaire. Je crois que les femmes sont curieuses par nature, et donc elles ont cette curiosité naturelle d'aller voir ce que fait, à quoi ressemble le quotidien de leurs hommes. Je ne crois pas qu'une femme elle arrive dans un régiment et qu'elle tombe des nues.
Voilà, en plus, avec toutes les communautés qui se créent, il y a quand même beaucoup finalement de pédagogie et d'éducation au travers de contes très accessibles en fait, qui s'adressent de manière très simple aux civils ou aux familles. Et ça rend l'information accessible pour tout le monde. Donc je pense que ceux qui n'ont pas ce genre d'infos, c'est ceux qui ne veulent pas l'avoir. Hein. Voilà. Après, il faut toujours faire attention, il faut faire le tri dans ce qu'on apprend, bien sûr. Et par qui nous l'enseigne, mais bon, de manière générale, elles sont quand même assez au fait déjà de l'actualité militaire, géopolitique, etc. Forcément, tu vas partir là. Donc moi, premier réflexe, mon mari me dit je pars à Djibouti. Ah bon, Djibouti, mais pourquoi il y a des forces militaires là-bas? Alors je vais sur Wikipédia et je regarde l'histoire du canal de Suez, du machin. Voilà, pourquoi Djibouti en fait? Donc j'apprends plein de choses et je crois qu'on a tous ce réflexe. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important pour durer dans un couple, justement, cette volonté d'aller s'intéresser à l'autre, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une frontière entre voilà, ce qu'il fait, ça me regarde pas, ou pas que ça me regarde pas, mais je veux dire, j'ai mes centres d'intérêt, c'est pas forcément lié à ça, j'ai pas forcément d'appétence pour la géopolitique ou le milieu militaire. Ah non, moi je pense qu'il faut partager quand même beaucoup. Enfin, mon mari vendrait des huîtres. Je mangerai des huîtres, quoi. Enfin, je m'intéresserai à... Comment ça s'appelle l'horticulture? Non, je ne sais plus. Ça. Voilà. Et donc, peu importe quel serait son secteur d'activité, moi, je m'y intéresserai. Bon, il est fan de rugby. Je ne suis pas une grande fanat de rugby. Moi, je suis plutôt foot. Mais bon, je vais le voir à ses matchs. Je m'intéresse un petit peu quand même parce qu'il s'intéresse à ce que je fais. C'est important pour moi, donc... Puis c'est ça qui nourrit nos conversations de couple, voilà, c'est ça qui nourrit nos projets. Puis apprendre à se connaître, ça passe par savoir. Il est 80% du temps au régiment, alors si je ne sais pas ce qu'il fait, en fait finalement je vivrai avec quelqu'un que j'aurai le sentiment de ne pas connaître. Après, moi c'est particulier, je suis fille de policier, petite fille de pilote de chasse, femme de militaire, je baigne dans un milieu, je pense que c'est pour ça que je réalise tous ces projets aujourd'hui, mais... Donc dans tous les cas, c'était pas un terrain inconnu, mais quoi qu'il en soit, j'en apprends tous les jours, j'ai envie d'en apprendre tous les jours. Et je pense que d'ailleurs, la société civile s'intéresse de plus en plus aux problématiques militaires, chose qu'elle ne faisait pas forcément avant. Et aussi parce que l'armée communique plus sur ce qu'ils font, sur pourquoi ils le font. Les gens demandent des comptes, le gouvernement leur en rend, finalement. Donc on a rendu accessible aussi toutes ces informations. Donc ce serait, même si mon mari n'était pas militaire, j'aurais quand même cette curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait ça, qui sommes-nous, où on va. Bon, voilà quoi, curiosité naturelle quoi. Dans la ligne éditoriale de ta société d'édition, tu as marqué, enfin c'est écrit, je lis, hein, maison d'édition indépendante et tout public, passerelle entre civils, militaires et forces de sécurité. C'est une volonté c'est une mission quelque part que tu t'es donnée de rendre accessible comme ça, de vulgariser au grand public ce que c'est le milieu militaire et sécurité. Petite, pendant des années, mon père me disait « Tu ne dis pas à l'école que je suis flic ». Donc, je disais que mon père était fonctionnaire. C'était vraiment le secret de Polichinelle. Les gens le savaient plus ou moins, mais moi, j'avais pas le droit de le dire. C'était une manière de me protéger et... Je dirais pas que j'ai souffert de ça, mais ça m'a posé questionnement. Je me suis dit, mais mon père, il est policier. Moi, je suis hyper fière, quoi. Je vois mon père partir le matin en uniforme, ou bas d'ailleurs, c'est pas forcément un uniforme, mais c'était quelque chose de stimulant. J'ai toujours eu la figure du père, du héros, etc. Et je comprenais pas pourquoi la société, finalement, je ne pouvais pas savoir que mon père était flic, quoi. Et je pense qu'en grandissant, c'est ça que j'ai voulu. Je veux un peu changer la donne. J'en ai un peu marre que les enfants de policiers, militaires, etc. doivent se cacher. Là où ils devraient être fiers de ce que font leurs parents. Je veux dire, s'il y a bien des métiers qu'on devrait louanger, c'est ceux-là. Donc ouais, mon objectif, c'est ça. Et puis surtout, j'ai le sentiment que... C'est un peu comme dans les problématiques religieuses, on se déteste parce qu'on ne se connaît pas. Et là, mon idéal à moi, mon objectif,
c'est de faire en sorte que les gens se connaissent mieux pour que ils apprennent à vivre ensemble, en fait, tout simplement, et que chacun soit fier de la profession qu'il a, parce que toutes les professions ont leur intérêt dans une société qui fonctionne comme ça, finalement. Et chacun met sa pierre à l'édifice. Voilà. Et il n'y a pas de mauvaise pierre ou pas. Et donc ces métiers-là, je pense qu'il faut les redorer un petit peu. On est dans un contexte actuel où les policiers et les gendarmes, de manière générale, ont beaucoup souffert du regard public, des informations qui sont balancées négatives sur eux. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes fausses, hein. Mais bon, forcément, ça vient nourrir finalement le sentiment des gens de ne pas connaître ces métiers ou leur antipathie vis-à-vis de ces professions. Voilà. Pour revenir sur la question des relations entre militaires, femmes de militaires, l'univers militaire, on a l'image de quelque chose de très traditionnel, très un peu ancien temps. C'est un peu comme si ça n'avait jamais bougé. Quand tu regardes l'équipement, quand tu regardes les casernes, tu as l'impression de voir parfois des musées. Et dans les relations, par contre, ça bouge, tu l'as dit, les femmes sont actives. Parfois, il y a des couples aussi où c'est maman qui est militaire et papa n'est pas militaire et civil. Mais il y a quand même cette question d'avoir des enfants. Et dans notre société, c'est un débat très actuel, quoi. Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui arrivent à 30 ans et qui ont un peu du mal à répondre tout le temps à la question, que ça vienne de la famille ou ailleurs, pourquoi t'as pas d'enfant, surtout qu'en plus ton mec est militaire, du coup il y a ce côté un peu, c'est bizarre que vous soyez pas mariés, c'est bizarre que vous n'ayez pas d'enfants. Est-ce que toi tu as ces retours-là dans ta communauté? Oui, alors je connais peu de femmes de militaires qui n'ont pas d'enfants. C'est pas tes bons clients, toi. C'est pas mes bons clients, ouais, effectivement. Mais par contre, j'ai envie de dire, laissez les femmes tranquilles. Elles font ce qu'elles veulent. J'ai beaucoup d'amis, par contre, qui ne sont pas forcément issus de ce milieu, qui ont fait ce choix. Et c'est un choix qui est tout à fait, je veux dire, sensé, réfléchi, que je comprends absolument. Moi, avant de faire des enfants, je me suis posé la question, pourquoi je l'ai fait, dans quel but, voilà, comment je vais gérer, etc. Et c'est vrai que c'est... Alors, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je dis souvent l'armée de terre, c'est un peu poussiéreux. Et c'est vrai que la société a tendance à aller un peu plus vite que les institutions, sur tous ces domaines-là. Moi, je pense que petit à petit, elle bouge un petit peu les lignes, parce que forcément, avec la communication qui se fait sur les réseaux, aujourd'hui, le ministère des Armées ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe, sur la façon de vivre des familles, que ce soit des familles monoparentales, des familles avec deux papas, deux mamans, des familles recomposées. Enfin, il existe tellement de types de familles, et un homme et une femme qui n'ont pas d'enfants, c'est une famille. Et c'est là où souvent les gens se disent, une famille, il faut absolument des enfants. Mais non, une famille, on peut très bien adopter un poisson rouge ou un chien, on est une famille, un couple est une famille. Et ça bouge, mais peut-être moins vite dans le milieu militaire. Parce que c'est vrai qu'ils sont, voilà, c'est ce que je dis, ils sont un peu poussiéreux, ils ont du mal à la poussière, voilà. Mais parce que je pense c'est des traditionalistes, et les traditions, c'est super important dans ces domaines-là. Donc c'est normal qu'on veuille être un peu conservateur pour ne pas partir, pour pas que ce soit non plus le freestyle total. Et en même temps, voilà, il faut bouger les lignes tout doucement. Et ça se fait. Moi, je trouve qu'ils sont assez, je dirais pas réactifs, parce que ce serait pas le terme approprié, mais ils font le taf à leur rythme. Tu penses que c'est quelque chose qui vient d'en haut? C'est-à-dire que c'est un peu les officiers au sein du régiment ou les services à Ballard qui maintiennent un peu ça, ou il n'y a pas aussi depuis la base, c'est-à-dire les nouvelles recrues, les jeunes de 18 ans qui arrivent, qui ont soit un background un peu militaire avec papa, maman qui sont militaires, ou papy, mamie, etc. Et du coup, eux, à 18 ans, ils savent que le plan, il est tracé, dans 5 ans, il y a un enfant, la maison et le chien. Tu remarques ça, ou ça évolue un peu à tous les niveaux? Ouais, après ça n'engage que moi, mais effectivement je pense que on a une catégorie sociale qui est un peu plus enclin à voir les choses de cette manière-là. Un homme, une femme, un mariage, 4 enfants. Donc évidemment plus souvent une catégorie d'officiers.
C'est pas péjoratif parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien avec l'armée aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont officiers, qui n'étaient pas du tout prédestinés à devenir officiers dans leur vie. Il y a beaucoup de passerelles. Hein. Voilà, il y a énormément de passerelles, donc ça c'est super. Donc on n'a pas que des officiers issus de familles catho, machin, comme on pourrait l'imaginer. Mais oui, non, je pense qu'il y a quand même une communauté comme ça où on est militaire de père en fils ou de père en fille maintenant. Voilà, et qui sont ancrés dans un schéma familial, mais en même temps, c'est normal, on reproduit souvent ce qu'on a connu. Donc, typiquement, voilà quoi, la boucle est bouclée à chaque génération, et c'est comme ça qu'ils se complaisent. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, de se dire que, ok, la société, c'est pas que ça, c'est pas que nous. Il y a des gens différents de nous qui vivent avec nous, qui vont faire la même profession et avec qui on va devoir tricoter, quoi. Après, tu disais, il y a beaucoup de traditions, il y a aussi le passé, et même dans les devises aussi. Enfin, la famille, c'est pas qu'un mot, quoi. C'est ce pourquoi les gens se battent aussi. Du coup, c'est vrai est-ce qu'il n'y a pas ce côté, on n'imagine pas un militaire, pas père de famille quelque part, parce que c'est comme s'il manquait quelque chose en fait. Est-ce qu'il manquerait quelque chose quelque part? Il n'aurait pas des soucis que des fois on peut leur reprocher, quoi, quand ils s'engueulent avec leur conjointe ou quand les enfants leur manquent. Enfin, moi, je pense que on peut être un bon militaire avec ou sans famille derrière. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de militaires qui sont célibataires. Il me semble que mon mari a beaucoup de copains qui n'ont pas forcément d'attache, en fait. Et c'est très bien comme ça, chacun va à son rythme. Aujourd'hui, on construit des familles de plus en plus tard en plus. Ça laisse le temps aux gens aussi de savoir qui ils sont, ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est pas tous des militaires qui vont faire des carrières de 20 ans aussi, nos militaires. Voilà, il y en a qui signent des petits contrats et qui finiront par se reconvertir et faire autre chose et qui ont vécu cette expérience. Et heureusement que, j'espère en tout cas qu'ils ne subissent pas cette pression du militaire qui doit fonder une famille, etc. Parce que si le mec, au bout de 5-6 ans, il part, c'est con, quoi. Bon. Est-ce que justement, tu as peut-être des anecdotes ou des retours de femmes de militaires qui sont plus femmes de militaires du coup parce que leur mec a quitté l'armée après un contrat de 5 ans ou 10 ans? Et qu'est-ce qui se passe du coup après? Est-ce que du coup il y a une cassure, il y a plus de chances d'avoir un divorce ou une séparation? Moi, j'ai des exemples un peu pourris là-dessus. Alors je ne sais pas s'ils sont représentatifs de tout le monde. Vas-y, tu peux donner des prénoms et des noms de famille si tu veux. Ouais. Des adresses non, même, je ne ferai pas ça parce qu'il y en a avec qui j'ai envie de rester amie quand même. Donc voilà, je ne pense à personne en particulier. Non, mais je sais qu'il y a des militaires qui ont quitté l'armée parce que leur épouse vivait mal la situation et qui aujourd'hui le regrettent et ne sont pas épanouis professionnellement. C'est des mecs qui avaient toute leur place au sein de l'institution militaire et qui l'ont quitté. Et c'est dommage pour l'institution et c'est dommage aussi pour eux, en fait. Parce qu'ils ne sont pas épanouis et c'est trop tard, en fait, maintenant. Donc, voilà. Ou des militaires qui se ont demandé d'être mutés, finalement se séparer 3 semaines plus tard. Enfin, bon, ça, c'est... Bon, c'est pour ça, nous, avec mon mari, c'est vrai qu'il est induit que c'est plus moi qui le suis que lui qui me suit, parce que professionnellement, il ne va pas prendre ce genre de risque, je pense. Moi, je ne prends pas de risque, voilà, j'ai toujours un point de parachutage, mais ouais, c'est vrai que les exemples que j'ai où ça s'est fait comme ça, c'est pas des exemples hyper positifs, mais sûrement qu'il y a des couples pour qui ça a fonctionné, hein, des histoires de bonhommes qui se sont reconvertis parce que la vie de famille en pâtissait trop et pour qui ça fonctionne bien. Sûrement. Mais là, honnêtement, c'est vrai que les premiers qui me viennent, c'est plus un sacrifice et j'estime que dans un couple, le mot sacrifice, il n'a pas trop sa place en fait. Voilà, on fait des concessions. Ouais, et puis il y a une partie aussi perte de sécurité aussi, non? Parce que la situation de militaire est quand même plutôt pas mal pour quelqu'un qui a envie de stabilité en termes de finances, de zone géographique, d'horaire de travail aussi, parce que toi tu le vois en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, c'est t'as pas vraiment tu commences pas le matin à 9h et tu finis pas le soir à 17h, quoi. C'est un peu H24. Et en termes de prise de risque, de précarité aussi, en termes de rentrée d'argent, etc., même si une affaire tourne,
c'est pas une solde à la fin du mois, quoi. Ah, c'est sûr. Non, je pense qu'il y a un aspect sécurisant, effectivement, pour des militaires. Je pense à mon mari qui n'a pas forcément fait d'études, etc., qui n'était pas prédestiné à avoir une situation forcément très stable et qui aujourd'hui jouit d'une situation dans laquelle il se sent en sécurité. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne lui demanderai jamais de quitter l'institution parce que je sais que cette sécurité elle est importante pour lui, parce qu'il vient de loin en plus. Ensuite, il y a... Merde, je voulais dire un truc, j'ai oublié. J'ai perdu le fil. Sur la stabilité. La stabilité, ouais, non, mais je voulais dire un autre truc. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être après. Je l'ai perdu là. Ouais, non, la stabilité. Après, la stabilité des horaires, oui, non, parce que c'est pas toujours vrai quand même. Ils ont pas. Ah, pardon. Même quand. Bon, mon mari me reproche souvent de travailler pendant les vacances. C'est vrai que lui, il n'a pas ce point de vue, ce regard sur l'entrepreneuriat, etc. Mais en même temps, je suis obligée de lui rappeler que lui aussi, il reçoit bien des messages sur son groupe WhatsApp de la compagnie pendant toutes les vacances. Et 25 fois par jour. Et il les lit parce qu'il faut bien qu'il soit au courant. Donc, on ne lâche jamais vraiment prise dans un sens comme dans l'autre. Il y a beaucoup de militaires qui deviennent entrepreneurs. On a rencontré pas mal dans le podcast. Des gens comme Tibor Vass, du groupe LPN ou encore Jess Plater de Tirang. C'est vrai qu'ils expliquent tous que c'est pas forcément donné à tout le monde, à tous les militaires, de devenir entrepreneur parce qu'on découvre un nouvel univers qui parfois n'a rien à voir avec le statut de fonctionnaire ou de salarié. Et c'est amusant du coup de voir que toi tu es en couple avec un militaire et du coup est-ce qu'il y a à part le fait qu'il te reproche de bosser un peu en vacances, il n'y a pas des petits trucs des fois qui montrent le décalage qu'il peut y avoir ou... Ah non, alors, bah déjà mon mari il habite sur Mars et moi j'habite sur Vénus, donc déjà de manière générale on est aux antipodes lui et moi, mais c'est ça qui nous nourrit aussi hein, parce que j'apprends beaucoup de choses de lui et il apprend beaucoup de choses de moi. Et donc, effectivement, la façon dont je vis ma vie professionnelle, non mais des fois ça lui paraît complètement insensé. C'est quelqu'un d'assez cartésien, très terre à terre. Moi, je suis quelqu'un d'assez sanguin, je prends des décisions sur des coups. Alors, pour un entrepreneur, je ne devrais pas dire ça, ne suivez pas mes conseils d'entrepreneuriat. C'est un bon conseil. Ouais, ça dépend pour qui, mais bon, moi, on va dire j'ai un facteur chance qui joue en ma faveur très souvent. Et puis voilà, je fais à l'instinct, là où ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Mon mari, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va poser les choses avant de prendre des décisions, etc. Donc quand il me voit faire des fois, il est là, il ne comprend pas toujours la façon dont je mène mes projets. Mais en même temps, c'est normal, j'ai une façon de procéder qui n'est pas très conventionnelle. Donc ça, je le comprends. Après, c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un de très terre-à-terre, très cartésien, qui va être très organisé au travail. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure d'ailleurs, c'est que militaire, pour moi, il y a tout un état d'esprit derrière. Il y a une façon de vivre, il y a une façon de penser, il y a ce patriotisme qui fait partie vraiment intégrante de leur mode de vie, qu'ils soient en train de travailler ou qu'ils soient à l'extérieur. C'est comme je disais, mon père, c'est pareil, c'était un flic quand il était au boulot, mais ça reste un flic à la maison. C'est des métiers qui nous imprègnent en fait, vraiment, tout le temps, dans la vie de famille, pendant les vacances, et encore plus quand ils sont sur le terrain. Mais voilà, donc c'est pour ça que je trouvais difficile aussi de quitter une institution quand on fait partie de ces militaires qui sont imprégnés, tatoués, marqués au fer rouge par ces professions-là. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais avant. Oui, les différences de point de vue avec mon mari sur la façon de gérer les choses. Mais c'est ça qui est bien, c'est que des fois, mon mari est de très bons conseils. Parce qu'il a ce regard plus froid, plus réfléchi que moi, je n'ai pas. Et puis, à contrario, des fois, je suis de très bons conseils pour mon mari. Parce que je le pousse aussi à sortir de sa zone de confort, là où il aurait eu tendance à ne pas en sortir. Et ça, c'est hyper moteur dans notre couple. Donc on a un couple qui fonctionne comme ça, parce qu'on est vraiment à l'opposé. Mais c'est bien, ça nous nourrit vraiment beaucoup. Pour terminer cet entretien, je pose toujours cette question à nos invités, c'est quel conseil tu donnerais, alors là pour le coup à une femme de militaire, qui
potentiellement se pose la question, après avoir découvert ton travail et cet entretien, qu'elle aimerait peut-être se lancer dans un projet entrepreneurial, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne? Le premier conseil que j'aurais envie de donner à toutes les femmes de militaires qui veulent se lancer, ou même à toutes les femmes de militaires en général, c'est d'apprendre à se connaître. Moi, c'est la première étape que j'ai faite avant de me lancer dans quoi que ce soit, avant de me marier, avant d'avoir des enfants, avant de créer une entreprise, c'est de savoir qui j'étais. Ça arrivait très tard, j'avais 27 ans. Quand vraiment j'ai su, j'ai fait, on va dire, une petite introspection qui m'a permis de me dire, bon voilà, qui je suis, où je vais, d'où je viens. Et voilà, ça m'a permis vraiment d'y voir plus clair et de prendre des décisions en mon âme et conscience qui étaient en accord avec ce que j'étais. Et je pense que apprendre à se connaître, ça arrive tardivement de toute manière. Il faut faire des expériences, ça prend du temps. Donc prendre ce temps-là, c'est pour moi nécessaire. Et encore plus pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce que finalement, déjà, il faut s'investir à 200%. Il faut prendre du temps. Enfin, si on ne fait pas quelque chose qu'on aime, ça risque de capoter rapidement. Et puis, vraiment nourrir sa curiosité personnelle. Ça, c'est important. Moi, j'en parlais au début. La curiosité, c'est ce qui m'a poussée. C'est ce qui me permet aussi d'être un couteau suisse. Parce que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, il faut savoir tout faire. De la comptabilité, du marketing, du commerce. Il faut être créatif dans mon domaine d'activité. Voilà, donc là vraiment il faut y aller quoi. Faut pas lésiner sur acheter des livres, écouter des podcasts, etc. C'est hyper important pour se nourrir. Et puis ouais, vraiment c'est les 2 conseils que j'aurais tendance à donner. Apprendre à se connaître et nourrir sa curiosité. C'est de super conseils, de très très bons conseils. Du coup, on peut te suivre où? Surtout sur Instagram? Ouais, je suis très active sur Instagram. Alors, du coup, j'ai 2 Instagram, puisque j'ai l'Amelie House, qui me sert plus, qui fait office de blog finalement, où je raconte un petit peu ma vie. Et j'aborde vraiment tout ce qui me passe par la tête, quoi. Vraiment, c'est complètement déstructuré. Je disais il n'y a pas longtemps que tous les community managers devaient s'arracher les cheveux en voyant ma méthode éditoriale. Mais bon, c'est au feeling. Et ensuite, évidemment, on peut trouver la page Instagram, la page Facebook de la maison d'édition, où là, les gens pourront trouver voilà, les ouvrages qui vont être édités. C'est quelque chose de beaucoup plus professionnel, où on aborde voilà, vraiment la littérature, jeunesse ou pas d'ailleurs, sans déborder. L'Amelie House, c'est là où je déborde un petit peu de temps en temps. Voilà, je parle un peu de tout, quoi. D'accord. Donc la société d'édition Pandour, Pandoure. Ouais, c'est ça. Très bien. Écoute, merci pour cet échange et pour ton accueil ici dans cette maison d'édition. Merci. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.